Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pour construire une vie. Prêtre ouvrier pendant 20 ans. Puis en 1954, Rome décide de mettre fin à ce qu'il est convenu d'appeler improprement l'expérience des prêtres ouvriers. Pour la plupart d'entre eux, en effet, il ne s'agissait nullement d'une expérience passagère, mais d'un engagement définitif. Il faut attendre 1965, décret Presbyterorum Ordinis du 7 décembre 1965, pour que Rome autorise à nouveau, sous certaines conditions, certains prêtres à exercer un travail manuel en entreprise. C'est ce que tu souhaites depuis de longues années, et voilà 5 ans que tu le demandes, expressément mais en vain, à l'autorité épiscopale diocésaine, en précisant bien que tu n'imagines pas pouvoir exercer ces nouvelles fonctions sans partager non seulement le travail mais également la vie des ouvriers. C'est une permission qui t'est octroyée, plutôt qu'une mission confiée par l'évêque. Après avoir été vicaire puis curé, parcours habituel d'un prêtre diocésain, te voilà donc à la recherche d'un emploi et d'un logement. Mais pourquoi n'avoir pas choisi le milieu rural, qui, compte tenu de tes origines familiales, devait être pourtant plus familier? Me restait en mémoire l'expérience d'un stage effectué à la mine lorsque j'étais étudiant, et la découverte que j'y avais faite d'un monde où l'Église n'était pas présente. Ce dont j'avais pu me rendre compte par moi-même par la suite, et ce que mes relations avec les militants de l'ACO, Action catholique ouvrière, n'avaient fait que confirmer. Le monde ouvrier, c'est là, me semblait-il, qu'il fallait être. L'idéal aurait été que je puisse être embauché aux usines Schneider du Creusot. Mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Je n'avais aucune compétence professionnelle, à un âge où les gens ont déjà une carrière derrière eux. J'ai saisi la première opportunité. Il me fallait mettre le pied à l'étrier. Un marchand de vin cherchait un chauffeur-livreur. Je me suis présenté. La patronne, qui était veuve, dont je connaissais les enfants, était très embarrassée et ne m'a pas engagée. C'est dans une laiterie que j'ai trouvé une place de chauffeur-livreur. Le patron, qui lui ne me connaissait pas, m'a embauché. Et j'ai pu commencer de travailler, avant même de quitter la paroisse. Mais il était impératif que je travaille. Encore une fois, j'étais sans ressources. En ce qui concerne les établissements Schneider, c'était encore la SFAC à cette époque. Personne ne m'a jamais dit qu'on ne voulait pas m'embaucher. Mais je n'avais jamais affaire à la même personne, et chaque fois, mon dossier se trouvait ailleurs. J'ai su par un délégué CGT que la question avait été posée en comité d'entreprise, mais il n'y avait aucune preuve montrant une quelconque mauvaise volonté ou une quelconque discrimination. Quand tu te présentes pour ces emplois, as-tu l'impression que le fait que tu sois prêtre entre en ligne de compte? Je l'ai dit en ce qui concerne la place chez le marchand de vin. À la laiterie, je pense que si le patron avait su qui j'étais, il ne m'aurait pas embauché. J'en ai eu la preuve quand au bout de 6 mois, il m'a licencié. C'est d'ailleurs l'argument qu'il a donné plus tard devant les prud'hommes, disant que le fait que je sois prêtre lui faisait du tort auprès de ses clients. Il faut dire qu'il s'était trouvé piégé. Quand il m'a annoncé qu'il ne me garderait pas, j'avais presque accompli mes 6 mois. Il pensait que mon départ se ferait ainsi de gré à gré. Si j'acceptais, je partais sans indemnité, j'allais me retrouver sans ressources, j'avais quitté la paroisse. Comment me nourrir? Comment payer mon loyer à la fin du mois? Comme je n'avais pas reçu de lettre de licenciement, un copain syndicaliste, consulté, m'a conseillé de continuer à me présenter chaque matin à mon travail. Ce que j'ai fait, en prenant beaucoup sur moi. Et je me faisais renvoyer à chaque fois. Quelques jours plus tard, les 6 mois étant écoulés, mon renvoi devenait un licenciement abusif. Mon patron était outré de devoir aller devant les prud'hommes. C'était un homme qui gérait sa petite entreprise de 3 salariés comme sa famille. Sans se soucier de la réglementation du travail. Quand je l'ai revu par la suite, il refusait de m'adresser la parole. Au moment de l'embauche, il ne savait pas que tu étais prêtre. Personne n'en a jamais fait état. Ce qui s'est dit à ce moment-là, paraît-il, c'est que je cherchais du travail, parce que j'allais me marier. On était en 1973. Un nombre important de jeunes prêtres quittaient en effet le ministère pour se marier et se situer autrement dans la société. C'était en pleine période du mouvement Échange et Dialogue, qui rassemblait des prêtres revendiquant le mariage, le travail professionnel et l'engagement politique.
De ce fait, le sens que je voulais donner à ma démarche a été totalement brouillé durant plusieurs années. Revenons à ces 6 premiers mois de travail. Comment ça s'est passé? C'était très dur. Il fallait se lever à 5 heures du matin, charger les bidons de lait. La tournée durait jusqu'à 2, 3, parfois 4 heures de l'après-midi. Physiquement, c'était très pénible, d'autant plus que je gardais une partie du service paroissial, je recevais les gens, j'assurais des prédications, etc. J'ai dû perdre quelques kilos. Ce qui n'était pas une catastrophe. Mais je n'étais pas habituée à ce travail de peine. Te voilà donc à nouveau au chômage. Pendant 1 mois. C'était terrible. Même si à cette époque, on retrouvait assez facilement du travail. Mais je comprends l'angoisse de qui se retrouve licencié. Face à des questions telles que comment payer son loyer, avec quoi? Et avec un sentiment de honte, on devient un homme qui ne va pas au travail, qui fait ses courses à 10 heures du matin, au milieu des retraités. Je n'osais plus sortir. C'est fou ce que ça démolit, socialement, personnellement. C'est une humiliation. Et encore, je n'avais pas une famille à faire vivre. Et dans ces moments difficiles, quels sont tes rapports avec les autres prêtres? Il y a une coupure? Une coupure nette. Mais je m'y suis probablement mal pris. Pendant 5 ans, je n'avais pas voulu faire état de mon intention de prendre un emploi. Je ne voulais pas l'annoncer, avant d'avoir obtenu l'autorisation de l'évêque. Quand j'ai su que j'avais le feu vert, j'ai adressé un courrier à tous les prêtres du secteur pour leur faire part de ma décision. Sur 25, j'ai reçu 2 réponses. De ce jour, je n'ai plus été invitée aux réunions, et cela a duré des années. Ce n'est que plus tard, avec l'arrivée de Jean-Noël de Villars au Creusot, que les réunions ont été fixées à une heure où je pouvais y venir. Mais il a fallu attendre 10 ans après ma retraite, pour qu'on me demande de témoigner de ce que j'avais vécu. Je fais une exception pour les prêtres de Montchanin, même si au départ, mon remplaçant Gérard Godot avait été un peu gêné de me voir rester momentanément sur place. Pour dire le climat qui régnait dans le clergé, un prêtre du Creusot, faisant allusion à la gratuité des actes du culte à Montchanin, m'a dit un jour, « On se crève le cul pour vous faire vivre ». Ces prêtres avaient très mal vécu la coexistence avec ceux de la Mission de France, qui avaient été présents dans la paroisse avant ma nomination. Il n'y avait eu avec eux aucune concertation. Cela explique probablement qu'ils ne se soient pas sentis concernés par mon projet. Il faut dire également que les autorités diocésaines n'avaient rien fait pour que nous ayons une explication. Mais il faut tenir compte à la décharge des prêtres en paroisse, qu'ils ne savaient pas de quoi me parler, puisque je n'avais que peu d'activités expressément religieuses. Et puis je devais leur apparaître quelque peu comme un concurrent, à la recherche d'une popularité. Et le fait que tu es au chômage, sans ressources, ne concerne pas l'évêché? Déjà, durant les 3 années que j'avais passées à Rome, personne à l'évêché ne s'était soucié de savoir quels étaient mes moyens de subsistance. Mais Louis Quelin et moi, dès que nous avions été salariés, nous avions décidé de ne plus émarger au budget des prêtres du diocèse. Mais on aurait pu tout de même me poser la question, s'y intéresser. Je suppose qu'on ne s'en doutait même pas, qu'on ignorait les rudes contraintes de la vie sociale que nous découvrions à nos risques et périls. Après ce mois de chômage, tu trouves à t'embaucher? J'ai vu une annonce. Et l'épicier où je faisais mes courses m'a indiqué qu'une entreprise de matériaux de construction cherchait quelqu'un. Je me suis présentée. Cette entreprise était en pleine expansion et agrandissait son dépôt du Creusot. J'ai été embauchée sur le champ. On sait qui tu es? Je ne le pense pas. C'est le chef du personnel local qui m'a embauchée vu l'urgence. Je n'ai pas eu affaire au patron, lui ne m'aurait sans doute pas engagé. Mais on ne m'a posé aucune question. Ce sont des clients qui par la suite me reconnaissaient. Et c'est par eux que la nouvelle a dû se répandre. Quel est ton travail? Un travail de manutention très pénible. Il fallait manier toute la journée des sacs de 50 kilos, des bois de charpente de 4 à 5 mètres, des paquets de litho, des tuyaux d'éternite, etc. C'était très dur. J'ai peiné. Tout se faisait à la main. Il y avait bien un Fenwick pour décharger les camions. Mais le travail n'était pas organisé de manière rationnelle. C'était un travail de bagnard.
Et de plus, méprisé par les métallos, qui représentent une sorte d'aristocratie. Nous étions une dizaine de manœuvres, plus quelques employés de bureau, avec un ancien gendarme comme chef d'équipe. Q. Comment es-tu accueilli? R. Sans problème. Je ne disais rien. D'abord parce que j'avais à me concentrer sur mon travail. Dans ce monde, il faut faire ses preuves. Même physiquement. Sinon, on est discrédité. Bien des années plus tard, j'ai su qu'on avait parié sur moi, disant celui-là, il ne restera pas. Il vient pour voir. Ou il a besoin d'argent. Le maximum qu'on m'ait accordé, c'était 6 mois. Mais on ne m'a jamais rien dit ouvertement. Et puis j'avais conscience d'entrer dans un monde inconnu, où j'avais tout à apprendre. Il fallait écouter, observer, être discret. Mais voir un curé se coltinant des sacs de ciment, ne posait pas plus de questions. Les questions sont venues des travailleurs d'origine étrangère, portugais, italiens, espagnols, maghrébins. Pour eux ce n'était pas bien que je sois là, à me salir les mains, qu'on me tutoie, qu'on m'insulte. Pour eux le prêtre était quelqu'un d'instruit, de supérieur. Cela dérangeait l'image qu'ils avaient du prêtre. Un souvenir à ce propos. Habituellement on n'avait guère le temps de parler, le travail pressait. Mais enfin ce jour-là, un jeune plâtrier italien engage la conversation. On m'a dit qu'il y a un curé qui travaille ici, mais ce n'est pas possible, je ne le crois pas. Je lui réponds que les gens qui lui ont dit cela l'ont bien renseigné. Il n'arrive pas à croire que c'est vrai, et se met à me vanter tous les avantages qu'à ses yeux je perds en travaillant ici. Et pendant que je lui charge les sacs de plâtre, il me dit qu'un prêtre, c'est quelqu'un qui a une belle maison, une belle voiture à qui les gens font le baise-main. Moi-même, me dit-il, j'envoie de l'argent aux prêtres de mon pays. Et pour finir, il me dit, et quand on réussit, on peut devenir monseigneur. À quoi je rétorque pour faire vite? Jésus-Christ n'était pas mon signoret, que je sache. Réponse: C'è centra Gesù Cristo? Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a à voir là-dedans? Voilà quelqu'un qui se dit croyant, fidèle, respectueux des prêtres, et qui considère l'Église comme une sorte d'entreprise avec ses employés qui certes ne se fatiguent pas trop, mais qui en revanche n'ont pas de femme. Une entreprise ou une société qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Quels sont tes rapports avec le patron? L'entreprise est une affaire familiale. Le patron, un vrai patriarche, un vrai pater familia, l'avait créé 25 ans plus tôt avec 3 employés. Quand j'ai été embauché, nous étions une centaine. Et l'entreprise s'est encore développée considérablement par la suite. Pour lui, ce n'était pas nous, ses employés, qui gagnions de l'argent, c'était lui qui nous en donnait. Il saluait les gens des bureaux, mais pas les manœuvres. Ainsi, quand un manœuvre accompagnait un client pour donner le bon de fourniture et que le patron se trouvait à passer, il serrait la main des employés du bureau, mais ne disait même pas bonjour aux manœuvres qui se trouvaient là. Ce dont je lui suis extrêmement reconnaissant, c'est de n'avoir pas fait une exception pour moi. Je trouvais son attitude inadmissible. Mais s'il avait été un peu plus retors, il m'aurait salué et j'aurais été grillé auprès de mes copains. Je me demandais comment mes collègues pouvaient supporter cela. Curieusement, ils étaient habitués à ne pas être considérés. Ça ne les révoltait pas. Moi, à chaque fois, je faisais remarquer, cela ne lui aurait tout de même pas coûté bien cher de nous dire bonjour. Les vrais accrochages avec le patron se sont produits plus tard, au moment où nous avons voulu implanter un syndicat. Beaucoup de mes collègues étaient des ruraux, qui continuaient d'exploiter une petite ferme en plus de leur travail dans l'entreprise, et qui ne songeaient pas à se syndiquer. Pour la plupart, ils en étaient à cette mentalité féodale où l'on cherche à se faire bien voir du puissant pour en obtenir des avantages personnels, plutôt qu'à s'organiser ensemble pour se défendre. Le copain du syndicat m'avait conseillé de ne rien entreprendre avant qu'un problème ne se pose, et qu'il y ait une réaction d'ensemble. L'occasion s'est produite quand un mouvement de mécontentement, concernant les salaires il me semble, est apparu. Les salaires n'étaient pas très élevés. On était à la limite du SMIC, salaire interprofessionnel garanti, remplacé ensuite par le SMIC. De quoi survivre tout juste. Personnellement, je suis resté 20 ans sans aucune promotion. Au bout de ces 20 années, j'avais gagné 5 points d'indice professionnel. Mais c'était sûrement aussi une manière de répression, comme pour bien montrer au personnel qu'il n'obtiendrait rien de cette façon. Tu étais à la CFDT.
Y avait-il rivalité entre les différents syndicats? Entre les adhérents, c'était très tendu. Un exemple. Un jour, à l'occasion d'un voyage à Châlons pour une manifestation unitaire, elles étaient pourtant rares, la CGT a proposé des places dans les cars qu'elle avait affrétés. Eh bien, certains camarades de la CFDT ont préféré prendre leur voiture. Au Creusot, les deux unions locales occupent le même immeuble, l'une au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage. Jamais personne ne fait la démarche de descendre ou de monter. Si on a du courrier pour l'autre syndicat, on le dépose dans la boîte aux lettres. On ne dit jamais les copains ou les camarades, mais les autres. On se parle, mais sans aucune amabilité, on est toujours sur ses gardes. La situation au Creusot dépend sans doute pour beaucoup de l'histoire locale. L'attitude des gars, à l'union locale, reflète probablement les tensions et les conflits qui existent dans les grandes entreprises locales et que moi je n'ai pas connues, ce qui me laissait très libre. Mes responsabilités au secrétariat national des prêtres ouvriers m'ont fait rencontrer autant de membres de la CGT que de la CFDT. Mais j'en suis venu à me demander si nos adversaires, c'était l'employeur ou le syndicaliste d'en face. Ce fut pour moi une découverte décevante. Et cela ne cesse de me poser question. Je sais bien que plus on est proche, plus les tensions sont fortes, mais tout de même, ce manque d'accord et de camaraderie constitue un handicap sérieux à notre crédibilité auprès de la masse des salariés. Comment se passe l'implantation du syndicat dans l'entreprise où tu travailles? Il y a eu très vite, en quelques jours, une 60aine de syndiqués. Mais cette vague de syndicalisation massive s'est vite essoufflée. Les copains avaient cru naïvement que le patron céderait tout de suite. Le patron a joué habilement, favorisant les uns, pénalisant les autres. Moi, je ne voulais pas prendre de responsabilité, je me proposais seulement d'aider celui qui aurait le poste de responsable. Finalement, je me suis retrouvé très tôt, seul sur le parapet, face au patron. Jusque-là, cet homme n'avait jamais vu quelqu'un lui tenir tête, pas même dans sa famille, où, m'a-t-on dit, les enfants n'avaient pas la parole à table. Et voilà que quelqu'un de son personnel osait lui tenir tête. Pendant des années, j'ai été le seul délégué syndical, les autres membres du comité d'entreprise étant des délégués maison mis en place par le patron. J'ai su plus tard qu'il convoquait l'un d'eux, la veille des réunions, pour lui dicter son attitude. Si bien qu'au cours de la réunion elle-même, ce n'était pas le patron qui me répondait, mais l'un des autres délégués. Par exemple, si je demandais des gants de protection ou des chaussures de sécurité, c'était l'un des délégués qui intervenait pour dire, mais personne dans le personnel n'en a fait la demande. J'ai même vu ces délégués, au cours des comités d'entreprise, dénoncer au patron certains de nos camarades qui faisaient mal leur travail. Comme si c'était à nous de faire le travail du chef du personnel. J'étais scandalisé. Tu devais être la bête noire du patron? Effectivement, il y a eu des affrontements mémorables. J'ai même été traduit au tribunal. On peut être en désaccord avec quelqu'un, et chercher à comprendre son attitude et ses réactions. Je me rends compte qu'humainement j'imposais à cet homme une épreuve terrible, qu'il n'avait jamais connue. Cet homme qui avait bâti son entreprise à la force du poignet, voyait soudain quelqu'un lui résister et quelqu'un de son personnel. J'avoue que j'avais mal au ventre tout le temps du trajet, quand je me rendais aux réunions, sachant que j'allais y être seul contre tous. Je n'étais pas tenté de dépasser sur la route la vitesse autorisée. Est-ce que tu as vu la situation évoluer dans l'entreprise? Petitement. Je n'ai jamais été réellement soutenu. Évidemment, tous étaient bien contents quand on obtenait quelque chose. Mais il n'y a jamais eu d'action collective. 1 ou 2 journées de grève au total. Et pendant lesquelles certains venaient travailler en douce. Beaucoup de syndiqués se sont écartés du syndicat. Au moment des élections, ceux qui m'avaient donné leur accord pour figurer sur la liste venaient me demander de rayer leur nom. Simplement parce que le patron, entre-temps, avait fait pression sur eux. Du seul fait de son autorité. Il lui suffisait de dire « Tu vas me faire le plaisir d'arrêter cette comédie ». Mais j'avais de bons rapports avec les copains. Même si j'ai connu des vexations. Jamais le patron ne m'a dit « Vous qui êtes prêtre ». Mais j'entendais des réflexions du genre « On va voir les apôtres de la solidarité » ou bien « Allez donc prêcher ça chez les Touaregs ».
Mais ma responsabilité de délégué syndical m'a permis de circuler dans l'entreprise, qui était implantée non seulement à Montchanin et au Creusot, mais aussi dans d'autres villes du département, à Paray-le-Monial, Digoin, etc. Pour distribuer un tract, je devais faire 135 km. Cette dispersion explique que nous formions des groupes disséminés et que nous n'avions pas conscience d'être une force. Travail pénible, responsabilité syndicale, est-ce qu'il y a place pour les loisirs? Le poids de la fatigue était énorme. J'ai compris pourquoi certains me disaient parfois, quand j'étais encore en paroisse, je n'ai pas eu le temps de préparer la réunion. Il y avait peu de place pour le travail intellectuel. Non par manque d'envie ou des intérêts. Mais, aux journées de travail pénible et à l'activité syndicale puis prud'homale, assez prenante, s'ajoutaient pour moi des réunions plusieurs soirs par semaine étant donné que j'étais toujours aumônier d'ACO. Certains soirs, je n'arrivais pas à écrire 3 lignes sur une page. Les fins de semaine, on travaillait jusqu'au samedi midi, c'était dormir, faire le ménage, mettre le courrier à jour, etc. Les congés annuels, outre les 7 années où j'ai dû faire des cures thermales, je n'avais pas les moyens de m'offrir des vacances. Mais j'appréciais ce temps de reprise, de liberté. Quelles étaient les réflexions de tes collègues sur le fait de voir un curé travailleur comme eux? Je n'ai eu que très peu de réflexions. Ils s'en faisaient sans doute dans mon dos. Ce n'est qu'après bien des années qu'un jour, aux approches de Noël, alors que dans les vestiaires toutes les conversations tournaient depuis un mois autour du menu du réveillon, j'ai entendu « Le Paul, lui, il va faire sa petite messe. » Un autre jour, un jeune qui venait d'arriver et qu'on avait mis au parfum sur ma présence. « Qu'est-ce qu'un curé vient faire là sinon pour nous espionner ?» Sous-entendu, pour le patron. Mais rien n'apparaissait dans les rapports quotidiens. Certes, j'ai subi beaucoup de moqueries, en particulier de la part de certains jeunes qui me lançaient en me voyant « Amen » ou « Alléluia ». C'était un peu pénible, parce que persistant. La dérision est une arme terrible pour démolir quelqu'un. Et le fait que tu sois célibataire? Qu'est-ce qu'ils en disaient? Et d'abord, est-ce qu'ils y croyaient? Ça, je n'en sais rien. Mais ce n'est jamais venu dans les conversations. Simplement, un jour, un étudiant qui était venu travailler pendant ses vacances d'été, et dont je m'étais aperçu qu'il n'avait jamais eu le moindre contact avec l'Église, qu'il n'avait pas reçu d'éducation religieuse, m'a dit « J'aimerais bien voir où tu habites. » Était-ce pour vérifier que je vivais seul? En même temps, c'est ce que demandaient les premiers disciples à la rencontre de Jésus, confère Jean 1, 38-39. Je ne pouvais l'oublier. J'ai été fort impressionné. Je l'ai invité à venir déjeuner chez moi, avec un autre copain. Mais ce que mes copains disaient, ce qu'ils pensaient? Je n'en sais rien. Ils devaient bien remarquer que je ne parlais pas grossièrement des femmes comme eux, que je ne jouais pas au tiercé, que je m'efforçais de rendre service aux clients, que je m'entendais bien avec les étrangers de l'entreprise. Est-ce qu'il t'arrivait de parler religion, croyance avec tes collègues de travail? Je m'étais fixé comme règle avec eux. Je ne prétends pas avoir raison, de ne pas chercher à les endoctriner ni à leur faire la morale. Je m'étais dit, si on me questionne, je répondrai. C'est la consigne de la 1re épître de Pierre 3, 15. Mais bien sûr, naturellement, je me suis souvent démarqué par mon attitude, mes réactions dans certaines circonstances. Par exemple, je n'abondais pas dans leur sens quand j'entretenais des relations amicales avec des copains cambodgiens ou maghrébins, et que je prenais leur défense. Sans pour autant me lancer dans des discours antiracistes. Si un client, dont le toit avait été emporté par un orage, venait chercher quelques tuiles, et que je m'employais à le dépanner en lui trouvant ce qu'il demandait, dans des stocks de produits qui n'étaient plus en fabrication, je m'entendais dire « Tu n'es pas là pour rendre service, mais pour vendre les produits maison. » Quand je parlais dans leur langue avec des copains italiens, on me moquait « Comment? Tu comprends leur charabia? » Mais je crois que ça les impressionnait aussi. Est-ce que le fait que tu étais prêtre les amenait à te faire des confidences? À te parler de manière plus personnelle? Ce que j'ai perçu, c'est qu'ils me faisaient volontiers part de leurs soucis, de leurs emmerdements. Ils choisissaient un moment où nous étions en tête-à-tête pour m'en parler. Je me souviens de cet Algérien venu me confier, à propos de ce qu'il avait entendu dire aux autres, sans bien sûr oser intervenir à ce moment-là, « Mais ils sont cons, Paul, ils ne savent pas que le Dieu les voit. » Il me considérait comme un croyant.
Un Cambodgien avait dit en parlant de moi, « Je travaille avec un moine. » Nous n'avions jamais parlé religion ensemble. J'ignorais totalement sa croyance et son appartenance. Mais ce dont on me parlait en général, ce n'était pas de problèmes de conscience, mais de difficultés dues à des situations familiales ou autres. Ceux qui se mariaient ne me demandaient jamais de célébrer leur mariage. Mais ils me racontaient les démarches qu'ils faisaient auprès de leur curé. J'étais invité à la cérémonie et au vin d'honneur. Mais jamais comme célébrant. À ton avis, qu'est-ce qu'ils pensaient du fait qu'un prêtre travaille? Je n'en sais rien. Les attitudes ont sûrement évolué. Mais je ne peux savoir si ces changements se rapportaient à ma façon d'être, ou s'ils étaient dus au fait que j'étais prêtre ou croyant. À titre d'exemple, 6 ans après mon départ de l'entreprise, le jeune collègue qui pensait qu'un prêtre ne pouvait venir travailler que dans le but d'espionner ou de moucharder, m'a invité à un repas de fête qu'il organisait. J'étais surpris, d'autant plus que j'étais le seul ancien de l'entreprise. Plus tard, je l'ai vu débarquer chez moi, 2 mois après le décès de ma mère, et me dire « J'ai appris que tu venais de perdre ta mère, ça a dû te foutre un coup. » De sa part, c'était une grande marque de sympathie. Son attitude envers moi avait donc évolué. Un militant syndical, qui n'était pas dans mon entreprise mais que je rencontrais au restaurant ouvrier, a pris la parole en public au cours des adieux que j'avais organisés à l'occasion de mon départ pour déclarer en substance « Paul, tu étais pour nous un inconnu. Tu es devenu un camarade quand tu as pris contact avec nous pour la bonne cause et que tu as pris ta carte syndicale. Peu à peu tu es ensuite devenu un ami. Certains jours on avait envie de se parler, d'autres pas. On a beaucoup appris les uns des autres. On s'est confié nos soucis, nos joies, nos peines. Et ce qui m'a le plus impressionné, maintenant tu t'en vas, comme un grand frère qu'on voit partir avec peine de la maison et dont on attendra le retour. Inconnu, camarade, ami, frère, preuve que les choses avaient évolué. Mais est-ce moi seulement qu'on avait adopté? Avait-on perçu que j'étais là au nom de quelqu'un d'autre? Que si j'étais venu et resté là, c'était en son nom? À cause de Jésus et de l'Évangile, comme disait le père de Foucault? C'est l'une de mes grandes interrogations. Mais je ne leur apparaissais pas comme le curé dont ils avaient l'image. Ils n'auraient sans doute pas supporté que je les endoctrine, mais ils n'en auraient pas été surpris. Comme je l'ai déjà dit, ils ne me demandaient pas de célébrer leur mariage, mais me racontaient les démarches qu'ils faisaient, pensant que cela m'intéresserait. Ils pouvaient me faire leur confidence. C'étaient donc des rapports de confiance qui s'étaient instaurés. Pour cela il faut du temps, beaucoup de temps, de la patience et beaucoup de modestie, de discrétion et de sympathie. Qu'est-ce donc au fond qu'évangéliser? Si ce n'est révéler à quelqu'un qu'il est aimé, c'est-à-dire considéré, respecté, remarqué comme unique, ce n'est qu'à partir de là qu'on peut lui dire de la part de qui. Le premier sacrement de l'incroyant, disait le père Leuve, c'est l'amitié d'un croyant. Mais il n'est pas du tout superflu, ni indifférent qu'il sache un jour au nom de qui. Il me faudrait encore citer ce responsable syndical, qui ne me demande pas de célébrer le mariage de sa fille, mais m'y invite, et me fait placer à table entre sa femme et lui, à la place d'honneur en somme. Ou ce jeune copain anarchiste, en faveur de qui j'avais témoigné pour que soit reconnu son accident du travail, contesté par l'entreprise, et qui me présente à sa copine. Voilà mon sauveur. Ou encore cet ami cambodgien, victime d'un licenciement malgré mon intervention, et qui me dit « Ne t'en fais pas pour moi. Je vais bien me débrouiller. C'est pour toi que je me soucie. Que vas-tu devenir quand tu seras vieux? Eh bien, tu viendras chez nous. Nous n'avons plus nos parents. Alors tu seras le vieux chez nous. Nous aimons bien les vieux, nous. » Ou bien encore ce jeune camarade de travail, qui m'a fait prévenir par sa femme, 12 ans après mon départ de l'entreprise, qu'il était en prison à Varennes-le-Grand pour une sale affaire. C'était quelqu'un que j'estimais dans l'entreprise. Il ne m'avait cependant jamais fait de confidence. Je suis allé le voir plusieurs fois. Ce n'est vraiment pas une partie plaisir d'avoir un copain en prison. Et il m'écrit, après une visite où je me suis trouvé avec sa sœur et l'un de ses frères. Je ne sais comment te dire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.